Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Johanna Khalaf, bienvenue à vous. Vous êtes comédienne, vous étiez récemment sur scène à Beyrouth malgré la guerre au théâtre Mono pour la pièce Mensonge blanc. Et vous montez en ce moment votre création qui s'appelle Libanaise de mère en fille. C'est au théâtre Funambule de Montmartre à Paris. À vos côtés, Selim Ben Safia, bienvenue à vous. Vous êtes chorégraphe, votre nouveau spectacle s'appelle Labès. Tout va bien en arabe. Il est présenté dans le cadre de June Events à la Cartoucherie à Paris. Une célébration de la diversité artistique du sud de la Méditerranée, notamment de la Tunisie, qui vous est chère et que vous avez vous-même concocté. Et puis Fatima Mazmouz, bienvenue, vous êtes artiste conceptuelle. On peut voir vos œuvres en ce moment dans plusieurs établissements au Louvre-Lens, dans l'exposition Par-delà les mille et une nuits, dont on a parlé récemment dans MOE, au Mucem à Marseille aussi, avec vos super Elige. Et vous nous invitez aussi à une belle rencontre artistique au Festival de l'Histoire de l'Art de Fontainebleau, en région parisienne. On commence avec vous, Fatima Mazmouz. Vous êtes une artiste conceptuelle. C'est quoi, au juste? Donc, moi, je me définis réellement comme une artiste d'abord perceptuelle et ensuite conceptuelle. D'accord. C'est-à-dire que, ayant pour objet et support artistique le corps, ce sont d'abord des performances qui vont mettre en mouvement le corps et c'est à partir de là que les concepts des sujets, en tout cas recherchés, vont pouvoir donner sens. Ouais. Vous partez toujours d'une idée, d'un concept, et ensuite vous démêlez, si on peut dire, la pelote artistique, c'est ça? Exactement, mais au lieu d'interroger le mental, c'est le physique. C'est là où intervient le corps archive et c'est en mettant en mouvement le corps que j'arrive à trouver des réponses finalement à mes questionnements, puisque tout mon art se résume en un art de la réparation, à savoir réparer les mémoires, réparer tout ce qui relève des transmissions. Le corps féminin, un outil de création donc et de réflexion pour vous. Pourquoi le corps est-il, selon vous, éminemment politique dans nos sociétés et on pourrait même dire que c'est universel, s'agissant du corps des femmes? Tout à fait, la mise en place, en tout cas dans l'espace public, du corps féminin, c'est encore quelque chose qui n'est pas encore acquis, quelles que soient les sociétés. J'ai envie de dire qu'on est aussi en train de régresser dans ce qu'on avait acquis dans les années 80 aujourd'hui en Europe. Au Maroc, c'est toujours un combat, mais à partir du moment où on touche au corps féminin, le corps féminin, on se rend compte qu'il ne nous appartient pas. On n'est pas encore dans des réflexions de pensée individuelle. Chaque femme n'est pas libre de son propre corps, puisque c'est encore une question de conscience collective, et c'est ce collectif qui agit, en tout cas, sur ce corps féminin. Selim Ben Safia, on verra tout à l'heure votre création, et il sera question évidemment de danse. Alors, pour Fatima Mazmouz, le corps, il est avant tout politique. Il résume, si on peut dire, les enjeux de domination politique. Est-ce que vous êtes d'accord? Complètement. Je pense que le corps, aujourd'hui, le corps en mouvement, le corps des femmes en particulier, mais le corps en général, c'est un héritage politique, c'est un territoire qu'aujourd'hui on se doit de défendre, de lui donner une place. Et je pense qu'avec la danse, c'est ce qui permet une liberté des corps en mouvement perpétuel. Et ces corps racontent des histoires, racontent des mémoires, racontent des parcours de vie qui des fois sont empêchés. Mais la danse et le corps en particulier permet ça. Et le corps, on le voit en danse, mais aussi avec de l'art conceptuel, du théâtre. Pour moi, c'est un des biais artistiques qui permet justement cette liberté. Le corps parle toutes les langues et parle à tout le monde. Johanna Khalaf, le corps des femmes, encore une fois. Et d'ailleurs, la question du vêtement, c'est jamais anodin. Il y a ceux qui veulent couvrir les femmes, et puis il y a aussi la femme que l'on découvre pour une publicité, pour vendre un article notamment. Moi, j'ai grandi avec ça, en fait, au Liban. À une rue près, on peut avoir ces deux extrêmes-là, c'est-à-dire vouloir se couvrir de haut en bas et porter une mini-jupe. Donc, j'ai grandi avec ça. Et en arrivant en France, il y a eu encore un autre level, un autre niveau. Un autre niveau. Et donc, ça m'intéresse beaucoup aussi dans mon travail d'artiste, d'explorer ces limites-là. Et pour moi aussi, en tant que comédienne franco-libanaise, de mes limites, de qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas faire en tant que comédienne en France, mais aussi qui va être amené à jouer au Liban, donc comment je vais être jugée, etc. Donc il y a tout ça. Le regard des et autres. le jugement. Fatima Mazmouz, rencontre artistique au Festival de l'Histoire de l'Art, donc à Fontainebleau, en région parisienne. Histoire et art, c'est aussi d'ailleurs la vôtre, cette histoire, votre propre histoire. Tout à fait. Je suis issue de l'histoire de l'art et
en commençant en tout cas une thèse sur l'art contemporain dans le monde arabe et en particulier au Maroc, comment écrire cette histoire-là et comment l'enseigner. Je me suis tout de suite arrêtée parce que les outils que m'offrait cette discipline étaient une impasse et je suis passée au statut d'artiste pour échapper au fait de... Lorsqu'on étudie l'histoire de l'art de son propre pays, on est tout de suite son propre objet de recherche. J'ai voulu devenir le sujet en répondant à toutes ces questions à travers mon statut d'artiste. Alors parlez-nous de vos œuvres que l'on voit à Fontainebleau. Donc, à Fontainebleau, je vais participer à 2 tables rondes, notamment une avec le MUSEM, autour de la thématique « Hériter pour transformer ». Et une autre table ronde avec monsieur Olivier Rachet, qui est journaliste auprès du magazine Diptyque, autour du corps comme territoire de résistance et de fiction. Alors, la série des Super Oum Zélige aussi, bien entendu, c'est l'une de vos œuvres phares. Parmi vos œuvres phares, qu'est-ce que ça raconte ? Mais le corps de la Super Oum, c'est un corps que j'ai inventé justement pour pouvoir trouver une issue à ce corps politique, puisque j'ai fait dialoguer le corps de la mère, de la maternité, avec la mère patrie. Et c'est là où on voit comment est-ce que les questions de l'ordre de l'intime retentissent sur l'espace du politique, sur le territoire du politique, et inversement, lorsque l'on va chercher ces questions-là au niveau du politique, forcément, ça a une incidence sur notre intimité. Artiste perceptuel d'abord, conceptuel. Alors, photographie, dessin, sculpture, comment s'opère le choix entre ces disciplines en fonction de ce que vous voulez nous raconter, nous transmettre ? C'est tout d'abord la performance qui prend le dessus, puisque c'est le corps en mouvement qui livre finalement des réponses. Et à partir, donc la photographie performative et la vidéo performative. Et à la suite de ça, je fais des déclinaisons qui sont de l'ordre des sculptures et voilà, du dessin, etc. Comment réagit le public, en particulier les femmes, par exemple, sur votre démarche, sur votre réflexion ? Est-ce que parfois il y a des interrogations ? Est-ce que vous avez des questions qui reviennent plus souvent que d'autres ? Oui, bien sûr, le corps de la maternité mis à nu a été, en tout cas, c'est accompagné d'énormément de questionnements. Mais lorsque les femmes ont compris à quel point parler de son corps était un outil véritablement de prendre possession, de se réapproprier son corps dans l'espace public, je les ai trouvées comme alliées. Comme alliés, ouais. Des femmes comme alliés. L'expression du corps, ça passe évidemment par la danse, notamment. Selim Ben Safia, votre dernière création s'appelle Labès, tout va bien en arabe, une pièce pour 4 danseuses et danseurs et une musicienne. On regarde. Labès, tout va bien, vraiment ? C'est un euphémisme pour justement dire tout va bien. Labès, c'est un mot que moi, mon père me répétait souvent, et labès ou Inch'Allah labès. On espère que tout va bien, mais aujourd'hui, tout va pas très bien. Mais labès pour dire aussi comment faire du beau avec du cassé, comment rester debout, rester résilient. Comment avancer. Voilà, ça parle de mémoire, ça parle de résilience, ça parle de courage. Et donc labès, pour moi, résumait bien ce concept-là. Oui. Vous explorez notamment la notion de bonheur malgré tout. Vous avez des racines en Tunisie, vous êtes tunisien aussi. En Algérie, on dit malgré tout souvent, par exemple. C'est aussi ça qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs au Maghreb et dans les pays arabes. Tout à fait, c'est vrai que c'est le bonheur malgré tout. Aujourd'hui, lorsqu'on voit la situation au Proche-Orient, lorsqu'on voit ce qui se passe en Tunisie, au Liban, au Maroc, en Palestine, Labès est difficile à dire, mais si vous posez la question, je pense à beaucoup diront oui, Labès ou Inch'Allah, demain, tout ira bien. Et je pense que c'est important de trouver cette beauté quelque part, cette lumière, et continuer à résister. Et avec ce spectacle, tous les interprètes ont vécu des histoires très personnelles, et sur scène, ils défendent ce bonheur malgré tout. Et c'est bluffant parce qu'on vient de voir un extrait, et quand on regarde, je voyais Johanna qui déjà commençait à danser. C'est entraînant, d'un côté on se sent bien, on se dit effectivement ça va, mais on sent qu'il y a quelque chose effectivement qui ne va pas. Alors comment avez-vous travaillé d'un point de vue des affinités esthétiques différentes, hein, ça va du breakdance jusqu'à la danse contemporaine ?
Oui, en fait, la baie, c'est vraiment une histoire de rencontre. Ça a commencé avec ma rencontre avec une artiste plasticienne, conceptuelle, qui s'appelle Nadia Karbi-Linke, qui vit à Berlin, qui a créé la scénographie de la pièce, qui retrace les quartiers maghrébins de Jérusalem détruits en 67. Et ensuite, avec chacun des interprètes, c'est une histoire très personnelle. Donc ça va du breakdance avec Ilyes Triki, de la danse contemporaine avec Roman, le cirque avec Malek, Mohamed Issaoui avec la danse traditionnelle tunisienne, et la ville de Gand. Ils viennent d'horizons différents. Ils viennent tous et de qu'est-ce que culture. ça apporte? Ça apporte une difficulté en création parce qu'il faut trouver un bon équilibre, trouver un langage commun à tous et toutes. Pas facile au début de créer avec des univers très différents et des manières de travailler différentes. Et ça apporte une richesse incroyable. C'est-à-dire que sur scène, on passe de l'hip-hop à la danse traditionnelle tunisienne à du contemporain. Trouver un langage commun. Et je pense que dans cette universalité de l'ABS, c'est ce qui est aussi important. C'est comment trouver un langage commun, un lien commun qui n'est pas forcément que tunisien ou que maghrébin, mais aussi européen et universel. Alors on en a déjà parlé à travers le travail de Vincent Lemire sur ce plateau, le quartier maghrébin de Jérusalem. Tout le monde ne connaît pas forcément, vous l'avez évoqué. Un mot peut-être, et pourquoi est-ce que vous avez voulu porter aussi cette page de l'histoire sur scène? Porté surtout par Nadia Karbi-Linke, donc qui porte cette scénographie, qui elle travaille depuis des années sur la recherche autour de la mémoire, de la résistance, les questions de migration. Et elle a travaillé sur sa recherche sur les quartiers maghrébins de Jérusalem de 67. Elle a retrouvé les plans du quartier maghrébin de Jérusalem en collaboration aussi avec Vincent. Et on a décidé elle a décidé de retravailler cette scénographie avec des fils suspendus pour parler des murs du quartier maghrébin de Jérusalem, mais pour le coup, on les refait vivre. Ces murs sont mouvants. Et avec les danseurs, on les transperce, on les dépasse, on joue avec cette matière également. Donc c'est vraiment un mi-chemin aussi entre le corps, l'art conceptuel et la musique. Vraiment, et ce quartier porte la pièce complètement. Et vous avez contribué donc à la programmation de June Evans pour les artistes du monde arabe, au Bois de Vincennes, à la Cartoucherie à Paris. Qu'est-ce qui ressort de vos choix artistiques? C'est quoi? C'est une vitalité? C'est une vitalité, c'est aussi une transgression, c'est aussi une nouvelle vision aujourd'hui de porter son corps politique. Vous l'avez évoqué en début d'émission. Pour moi, c'est tous ces artistes qu'on invite portent des messages ancrés sur le territoire. Ils viennent de Beyrouth, de Casablanca, de Tunis. Ils forment ensemble l'Arab Dance Platform, qui est une plateforme de diffusion d'artistes du monde arabe qu'on porte avec au Liban et au Maroc et à Tunis. Et ces artistes aujourd'hui ont une parole qui pour moi est peu visible encore en Europe. Et lorsque l'Atelier de Paris m'a proposé cette curation, je me suis dit c'est un excellent moyen de pouvoir aussi leur donner cette place de visibilité. Fatima Mazmouz, une réaction, la danse contemporaine, on le voit avec le travail de Selim Ben Safia, s'est émancifiée. Les danses arabes contemporaines, il n'y en a pas une, on a tendance à trop essentialiser. La danse, c'est une discipline aussi qui vous inspire parfois? Complètement, dans le sens où je suis aussi performeuse. Je m'inspire en tout cas de danse dans ce qu'on appelle la circulation des savoirs, notamment le lien entre les danses des cheikhets au Maroc et la danse du flamenco, voir quels sont les espaces de résistance et au contraire qu'est-ce qui a changé avec ces identités. Tout ça pour parler de l'absurdité, de l'authenticité, de l'identité qui ne signifie rien en soi, si ce n'est que les identités circulent et s'influencent les unes les autres. Et évoluent, effectivement. Voilà donc en tout cas pour votre spectacle qui est à voir donc notamment à la Cartoucherie à Paris. On va passer maintenant à Johanna Khalaf. Il est question de théâtre. Nous étions, TV5 Monde, Maghreb Orient Express, à Beyrouth, il y a un peu plus de 2 mois, pour venir vous voir dans Mensonge Blanc. Vous étiez sur scène malgré la guerre au Théâtre Monod. Alors on rappelle l'histoire de cette pièce. On est au début de la guerre civile dans les années 70 au Liban. Et pour protéger son fils unique, il y a un homme d'affaires qui décide de l'envoyer en Écosse. Mais le jeune homme ne prendra jamais l'avion. Ses parents ne le savent pas. Il reste à Beyrouth. Il part combattre au front. Il mène une double vie fragile et dangereuse. Que retenez-vous de cette expérience, de cette pièce? Alors, quand je suis rentrée, j'étais complètement déboussolée. J'étais en retard sur la préparation de la nouvelle pièce, mais j'arrivais pas du tout à travailler. C'était d'une violence vraiment incroyable. C'était très difficile de rentrer ici et de voir le monde continuer, en fait, normalement.
Et voilà, ce décalage-là était très, très violent. Ouais, vous aviez la guerre en réel et vous aviez cette pièce qui parlait de guerre. Il y avait déjà ce décalage entre jouer et ce qui se passe autour. Et l'ascenseur émotionnel de un jour on joue, le lendemain à 15h, on nous dit non, c'est annulé parce qu'il n'y a pas assez on n'a pas assez vendu ou il y a eu un bombardement juste à côté. Donc il y a cet ascenseur émotionnel très, très violent. Et puis après, quand je suis rentrée à Paris, aussi ce décalage de ce monde qui continue et de cette violence qui continue là-bas. Voilà, donc ce que je retiens, c'est violence. Et malgré tout, comme on disait tout à l'heure, ça ne vous a pas démotivé. Vous êtes en pleine répétition de votre nouvelle pièce libanaise de mère en fils. C'est l'histoire de Chloé. Elle est née en France d'un père breton, d'une mère libanaise, et elle décide de tout quitter pour s'installer au Liban, pays qu'elle connaît depuis l'enfance. On regarde ces quelques images. Marhaba. Je m'appelle Chloé Le Gall Touma. J'ai 32 ans. Ma maman est libanaise, de Beyrouth même. Mon papa est breton et j'ai grandi à Paris. Chez nous, c'était Beyrouth dans un cube haussmannien, moulure et cheminée en marbre. Un cocktail inédit, za'atar et beurre salé. Un peu comme moi, mi-française, mi-libanaise. Après le décès de maman, j'ai décidé de m'installer au Liban. J'imaginais déjà la mer, la vraie, celle où tu peux te baigner sous un soleil qui tape. L'odeur de la manouche et au keshek, mêlée aux orangers en fleurs et aux figuiers. Alors voilà, valise faite, Khalozouzou qui m'attendait à la Noël. Le jour J est arrivé. Je rentrais enfin chez moi. L'aéroport, le néon qui clignote, les valises qui grincent, mon cœur qui bat. Visa touristique, 1 mois. Bah quoi? C'est bon, ne me regardez pas comme ça. Ok, j'avoue, je suis pas libanaise. Ok, j'avoue, je suis pas libanaise. Une pièce autour donc de la transmission, l'exil, qui mêle quoi? L'amour, za'atar, le hummus et le fromage également. On l'a vu avec le petit drapeau français. Et puis il y a aussi l'administration libanaise implacable. Oui, alors pour continuer en fait ce teaser, je suis pas libanaise. Pourquoi? Parce que les femmes libanaises ne peuvent pas aujourd'hui, en 2026, donner la nationalité à leurs enfants. Et tout est parti de là. C'est pour ça que Chloé n'est pas libanaise, parce que sa maman est libanaise et son papa ne l'est pas. Et donc, oui, l'administration, parce que Chloé se retrouve à devoir demander un titre de séjour dans son propre pays. Et en quoi c'est difficile humainement? Déjà, là, il y a l'injustice de se dire c'est mon pays, je parle la langue, ma maman est libanaise, je ne le suis pas. Donc déjà, il y a cette souffrance vis-à-vis de cette injustice-là. Et après, vraiment, c'est de la torture, hein, l'administration libanaise. C'est hélas loin d'être la seule dans la région. C'est aussi une souffrance, une injustice, mais du coup un combat à mener. Alors oui, évidemment, parce que la raison, je ne veux pas rentrer dans le détail, vous le verrez dans la pièce, la raison de pourquoi les femmes ne peuvent pas donner la nationalité est purement politique. Et aujourd'hui, encore une fois, les femmes se sacrifient et doivent résoudre ces problèmes que la plupart du temps, je ne vais pas dire tout le temps, ce sont les hommes qui les créent. Donc oui, pour cette décision ou ce choix date de la fin de la guerre civile et les femmes libanaises payent encore aujourd'hui le prix pour garder la liberté, l'équilibre politique. On sacrifie l'égalité, on sacrifie les droits des femmes. Alors il y a une chose que l'administration ne peut pas enlever, c'est la transmission, notamment mère-fille. Qu'est-ce que la mère de Chloé lui a légué? On ne va pas tout raconter, mais qu'est-ce qu'elle lui a légué du Liban, de libanité entre guillemets? L'amour. Alors, je me suis beaucoup inspirée de ma propre histoire et de ce que moi je suis en train de donner aujourd'hui à mon fils qui n'est pas libanais. Donc ce n'est pas mon histoire, mais je me suis beaucoup inspirée de mon histoire. Et donc je décris l'amour que donne Mirva Touma à sa fille Chloé Le Gall Touma, en m'inspirant de l'amour que je transmets à Priam, à mon fils. Il adore le Liban, il parle arabe, il y a la langue. Évidemment, la langue, c'est l'identité. Donc il parle arabe. Chloé parle parfaitement l'arabe. La musique,
Ça passe beaucoup par l'art, par la musique, par la connaissance des artistes du pays. Je trouve que ça, c'est une partie très importante. La nourriture aussi. Chloé le dit, ma mère a créé une bulle libanaise à l'intérieur d'un cube haussmannien mouluré cheminé en marbre. Ouais. Donc voilà, elle a créé un petit Liban. Ouais. Et comment ça se passe? Comment vous avez monté les décors? Comment vous avez conçu comment vous êtes en train de concevoir ce spectacle? Alors, on travaille, on est évidemment plusieurs. La metteur en scène est chinoise. Donc, je ne voulais pas travailler avec une metteur en scène libanaise pour justement avoir un recul et avoir un regard un peu neutre, objectif par rapport à ce texte. Et évidemment, il y a eu beaucoup de recherches, etc. Et on s'inspire beaucoup de la culture libanaise. C'est très épuré, c'est très contemporain, mais avec quelques références. Eh bien, on a quelques références. Eh bien, on a hâte de voir votre spectacle libanaise de mère en fille. Place à la musique avec une rencontre. Sami Fati et Trans Gnawa Express, un mariage décapant entre la musique gnawa traditionnelle et les sonorités électro. Leur premier album est sorti fin avril avec le titre Galbi Hazin, mon cœur est triste. C'est un reportage de Nicolas Georges. Sami Fati et Trans Gnawa Express, c'est l'histoire d'une improbable rencontre en 2023 au festival Gnawa d'Essaouira. D'un côté, Axel et Sami, deux artistes français rodés aux musiques électroniques. De l'autre, Hamouda, Amine et Ahmed, musiciens et danseurs Gnawa venus du Maroc. D'une collaboration qui se voulait éphémère, est né un véritable projet artistique. Une expérience sonore et visuelle où fusionnent musique Gnawa traditionnelle, rituel soufi et sonorité électro. J'ai un souvenir assez précis, vraiment en sortant de scène. C'était unanime quoi, entre nous, on s'est regardé, c'était cool ce qui vient de se passer et tout ça. Il y a eu une évidence quoi, et quand on leur a parlé de ce qu'on pouvait faire ensemble, ils nous ont fait confiance et ça s'est fait de façon super naturelle. La musique gnawa, elle est très vivante, elle est très dynamique, elle accélère, elle ralentit. Moi, je travaille avec des machines et un ordinateur qui sont sur un métronome fixe. Donc, il fallait trouver des moyens de contourner les limitations de la machine pour coller au maximum à l'identité de la musique gnawa. Il a fallu que chacun trouve un peu sa place sur ce projet pour qu'ensuite on puisse jouer sur scène de façon super naturelle. L'un des objectifs du groupe, c'est de dresser des ponts entre les cultures et les générations et d'apporter un souffle nouveau à la musique gnawa traditionnelle. Ce mélange entre la musique électronique et la musique gnawa, ça permet de faire perdurer le répertoire, quand bien même le répertoire gnawa, en fait, il est très vivant. Il y a beaucoup de jeunes en fait, qui jouent de la musique gnawa. Ce qu'on a remarqué, surtout auprès du public marocain, c'est qu'il y a une fierté en fait, de voir ce répertoire ancestral être toujours d'actualité aujourd'hui et de se mélanger avec des styles divers et variés. Et ce répertoire, Sami Fati et Trans Gnawa Express continueront à le faire voyager partout dans le monde. Après une tournée à succès en Europe du Nord, prochaine étape, la France pour plusieurs dates, avant un retour très attendu au Maroc. Et place maintenant au coup de cœur de nos invités, c'est notre séquence atmosphère. Fatima Mazmouz, le livre Les femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola d'Estes. Pourquoi faut-il lire ou relire cet ouvrage selon vous? Alors, pour une raison très très simple, en tout cas pour pouvoir se réapproprier pleinement et complètement son corps ancré dans la terre-mère, qui nous donne à nouveau, qui réactive en tout cas une liberté d'être essentielle. Voilà encore un livre qui nous aide à avancer sur la question du corps. Selim Ben Safia, une exposition signée Michael Thomas All About Love qui s'est tenue au Grand Palais. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet événement? D'abord, ça parle d'amour, ça met en visibilité les femmes noires à travers un travail incroyable, entre du collage, de la photographie, des images. Et c'est
c'est primordial de pouvoir revoir et voir cette exposition incroyable et mettre en visibilité ces femmes exceptionnelles. Et il est question donc de force de libération, d'affirmation de soi et de joie. Johanna Calaf, un spectacle de danse, Les Affamés de Marion Motin, au Théâtre du Châtelet à Paris, puis ensuite à Avignon cet été, très bientôt. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette aventure ? C'est au-delà d'un coup de cœur, ça a été une claque culturelle incroyable. Ça dénonce la surconsommation, les violences dans toutes les classes sociales, dans tous les pays. Ça décrit l'humanité aujourd'hui et c'est d'une violence et d'une beauté incroyable. Voilà, l'histoire d'une société scindée en deux aussi. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Avant de refermer cette émission, un visage, celui de Marjane Satrapi, l'autrice de bande dessinée et réalisatrice franco-iranienne, est morte à l'âge de 56 ans. Une disparition qui suscite une grande tristesse en France, en Iran et bien au-delà. Elle laisse derrière elle une œuvre qui a marqué le 9e art. Sa BD autobiographique Persépolis a connu un succès planétaire. Elle avait d'ailleurs adapté au cinéma cet ouvrage avec le réalisateur Vincent Paronneau. Et c'est reparti. Le chat, abat le chat, abat Margie, le chat. au lit, tout de suite. Abat le chat, abat le chat. Voilà pour Marjane Satrapi. On se quitte donc sur ces belles images de Persépolis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur TV5 Monde avec grand plaisir.